Bonjour et bienvenue sur la dernière partie de cette légendaire review sur Tears of the Kingdom. J'ai encore quelque chose à dire sur ce qu'on a autour de l'histoire principale et des nouveautés apportées par le jeu. Je voulais revenir sur certains lieux du jeu, car avec les malédictions envoyées par Ganondorf, on retrouve les cités principales bien différentes de Breath of the Wild, et j'ai trouvé ça intéressant. Je commence par le village Piaf, une fois de plus, qui, avec cette tempête de neige, devient bien plus lugubre. Ça fait une ambiance assez étonnante avec cette tempête, mais aussi très peu d'adultes. On voit vraiment que les temps sont durs, et que ce sont alors des enfants qui ont pris l'initiative de faire tourner le village, et ils le font bien, car on est finalement bien accueilli, et tous les services fonctionnent même si c'est assez limité. Le changement ne se limite pas qu'à la météo, la vie même du village en est vraiment changée. Donc même si on revient dans un village qu'on connaît déjà, il est tout de même un peu différent. Je n'ai donc pas une impression d'une redondance, et ça c'est malin de la part de Nintendo. De plus, contrairement à Breath of the Wild, on ne peut pas accéder au village naturellement, car le pont entre la terre ferme et les longs îlots rocheux constituant le village est cassé. Il y a aussi le relais des Piaf qui a fermé à cause de la tempête de neige, parce qu'il n'y avait plus personne qui venait, donc ça servait plus à rien. Donc on voit vraiment les conséquences bien visibles à la malédiction de Ganondorf. Je trouve que ça a plus d'impact qu'uniquement Vamedo volant au-dessus du village Piaf dans Breath of the Wild. Car même la musique du village change, mais ça j'en parlerai plus tard. Ensuite, pour rester dans les phénomènes météorologiques, je vais passer à la cité Gerudo, dont l'accès est lui aussi différent, car mystérieusement inondé. Il y a de plus une tempête de sable qui rend son accès encore plus difficile une fois arrivé dans le désert. Cette arrivée plutôt apocalyptique est plutôt bien vue, car utilisant bien l'environnement de la cité, et quand on y arrive, l'ambiance est tout aussi à la fin des temps, car la cité est désertée et passablement ensablée. C'est ensuite qu'on découvre la cité souterraine, où se sont réfugiés les Gerudo. Donc en vrai, on découvre une seconde fois la cité, et ça c'est cool. La mission en prélude au temple de la foudre est plutôt sympa, car on fait le contraire des Caraïbes. Au lieu d'attaquer des envahisseurs, on doit se défendre d'une attaque de Gibdo, au bazar à sec, mais aussi dans la cité Gerudo, où là on participe à la disposition de la défense. Je ne sais pas si les choix qu'on a à faire ont un véritable impact sur la suite, mais je trouve ça cool de pouvoir organiser les défenses de la cité. L'attaque des Gibdo ne fut ensuite pas très compliquée à repousser, même si dans la cité il ne faut tout de même pas traîner et vite passer d'une entrée à l'autre pour retourner défendre Riju qui est aux prises avec des Gibdo volants. La première fois j'ai pas été assez vite et elle est morte, enfin elle est pas vraiment morte mais en tout cas c'était game over quoi. Ensuite devoir illuminer 3 piliers de lumière pour retrouver l'endroit du temple de foudre, j'ai trouvé ça plus sympa que les runes volantes du temple du vent. C'est moins long et on est plus actif donc dans cette mission prélude qui est vraiment celle que j'ai préférée, car il y a beaucoup d'action, c'est diversifié et je suis à chaque fois impressionné par la confiance en soi de Riju et son talent au combat. Il a vraiment bien changé entre les deux opus. Bon, Babil aussi était quand même impressionnant parce qu'il a beaucoup évolué aussi, mais je trouve que c'est moins montré, et dans un sens c'est intéressant parce que du coup on a deux personnages quand même un peu différents. Mais voilà, j'étais vraiment impressionné de voir Riju quand même vraiment être bien dans son rôle de chef des Gerudo, et en plus, bon, elle ne fait pas que parler, elle agit aussi. Et elle agit bien. Pour le lieu suivant, le domaine Zora, je n'ai pas trouvé beaucoup de différence, mis à part cette vase qui envahit l'endroit et l'aménagement du monde de la foudre dont j'ai parlé dans la précédente review. Donc je n'en dirai pas plus, même si ça fait toujours plaisir de retrouver ce lieu au design vraiment très réussi. D'ailleurs l'aménagement du monde de la foudre est quand même vachement plus joli, encore tout à fait dans la tradition Zora. Et donc niveau design c'est toujours très réussi. Mais voilà, on peut pas dire qu'il y a eu il n'y a pas beaucoup de changements visuels, à part cette vase qui, une fois que tu l'en es, on retrouve le domaine Zora actuel. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. D'ailleurs, le village Goron, c'est plus ou moins pareil, hein, même si l'ambiance, digne d'un film de zombies avec les Gorons aux yeux rouges, m'a fait forte impression. Et comme je l'ai déjà dit, j'avais mon arme dégainée, prêt à me défendre d'une attaque de Goron, même si au final, ils étaient tous concentrés sur cette savouroche étrange et ils me laissaient tranquille. Le règne un peu tyrannique de Yunobo le Yakuza Catcher était surprenant, tout comme le fait que tous les Gorons s'étaient arrêtés de travailler. Ça donnait une ambiance aux abords du village Goron qui est normalement plutôt actif, mais le village en lui-même n'était pas vraiment affligé par un phénomène vraiment visible, comme pour les Gerudo ou pour les Piaf. Bon, ça reste une bonne idée de changer de style de malédiction, comme ça on n'a pas à chaque fois la même chose, un phénomène météorologique, sinon
Ça aurait été un peu redondant, déjà qu'on l'a 2 fois, hein, avec le village Piaf et la cité Gerudo. Mais voilà, on peut pas dire qu'il y a grand chose de plus à dire. Difficile de parler de Tears of the Kingdom sans parler de ce que le jeu apporte de plus visible, les îles célestes et les profondeurs. Ce serait dommage de ne pas les évoquer, mais en même temps, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire, surtout concernant les îles célestes, car elles sont malheureusement très peu exploitées, je trouve. On a certes l'île de Prélude, hein, qui est assez grande, et il y a beaucoup de choses dedans, parce que normalement c'est un prélude, donc c'est un peu un tutoriel. Donc ça c'est normal, mais le reste c'est quasiment vide. Il y a certes le temple de l'eau qui s'y trouve, ainsi qu'à ma connaissance une seule mission secondaire, mais le reste est assez vide, et c'est dommage car c'est vraiment la nouveauté la plus flagrante du jeu. Du coup je suis déçu de ce côté-là. Bon, il y a certes des petits coffres avec des items par-ci par-là, mais bon, ils ont mis beaucoup d'îles pour pas grand-chose au final, c'est un peu dommage. Hein. Et maintenant que j'y pense, c'est un peu comme dans Twilight Princess, ils ont fait une grande plaine d'Hyrule, mais elle est quasiment vide aussi, quoi. Et ça c'est vraiment dommage. C'est comme le truc, la plus grande nouveauté qu'on voit dans tous les trailers de Tears of the Kingdom, pour au final, ben, pas grand-chose, quoi. Franchement, s'il y a un gros point noir sur le jeu, je pense que c'est ça, quoi. Pour ce qui est des profondeurs, au départ, j'ai pas du tout compris le concept, car il faisait complètement noir, et même en illuminant avec les graines Lumos, l'endroit semblait complètement vide. Ce n'est vraiment qu'avec les recherches de Josha, la jeune Sheikah, que j'ai vu l'utilité, même si ça reste encore bien trop vaste et relativement vide, car ces profondeurs font, je pense, la taille de toute la carte d'Hyrule, et c'est donc vraiment gigantesque, mais clairement pas aussi rempli que la surface. Du coup, l'explorer devient vite assez long et ennuyeux, je trouve, et la mission de suivre les statues pour arriver à un temple, c'est sympa dans l'idée, mais c'est beaucoup trop long. Genre vraiment beaucoup trop long. À un moment, on s'ennuie, quoi. Moi, j'ai déjà passé 1 heure, rien qu'à suivre ces statues, et voilà. Bon, on fait pas grand-chose, quoi. Surtout qu'on n'a pas de cheval, même si j'en ai trouvé un squelettique à un moment, mais bon, j'en ai jamais retrouvé. Construire des véhicules, c'est rarement possible parce qu'il faut toujours du sodium, et j'en ai jamais. Et en plus, vu le relief toujours très accidenté, bon, j'ai déjà essayé, bon, tu fais 3 mètres et puis voilà, tu t'es coincé avec ta voiture parce que il y a un trou, enfin, c'est vraiment pas fait pour ça. Cela dit, j'aime l'ambiance très sombre avec les quelques monstres qui sont affectés de miasmes. Ça m'a un peu frayé au départ, hein, donc évidemment je les évitais plutôt parce que j'ai l'impression qu'ils étaient surpuissants. Finalement, ils sont pas plus puissants qu'un autre, sauf que s'ils te touchent avec le miasme, bah, t'as des cœurs en moins. Et ça, c'est plutôt gênant. Cela dit, devoir suivre des mystérieuses statues pour trouver un temple, ça fait aussi un peu Indiana Jones, au final. Mais on ne sait pas grand chose sur les personnes des statues, et comme je l'ai dit, c'est beaucoup trop long. Je vais encore le dire, c'est trop long. Vraiment, ça aurait été un truc beaucoup plus restreint, comme je l'ai peut-être déjà dit dans une interview, je ne sais plus. Ça aurait pu être un truc intéressant, vraiment, mais là non, c'est beaucoup trop long, et moi je me suis ennuyé, honnêtement. Même si, je pense qu'il y a aussi il y a le temple des Gorons, je pense, qui se trouve à l'intérieur, mais voilà, bon, c'est bien d'avoir exploité ça avec des temples et, pour l'histoire principale, mais bon, je pense qu'il y a vraiment un manque d'exploitation, vraiment, on a quelque chose, une vraie découverte, quoi. Comme j'avais déjà dit dans une review précédente, d'être un peuple secret, entre guillemets, des profondeurs, je sais pas, quelque chose, quoi. Donc ouais, je vais pas redire ce que j'ai dit à la review précédente, mais voilà, c'est un peu dommage ce manque d'exploitation, autant pour les profondeurs que pour les îles célestes. Pour rester dans les nouveautés du jeu, il me faut tout de même parler des nouvelles mécaniques qui font aussi la spécificité du jeu. Elles ne m'ont pas transcendé personnellement, mais ce serait dommage de ne pas en parler quand même. Donc, fini la table Sheikah, hein, elle a disparu. Mais cette fois-ci, c'est le bras hérité de Roru qui offre à Link des nouvelles capacités. Celle que j'ai en plus le plus, c'est bien sûr Emprise, car c'est la plus exploitée, vu qu'elle est liée à une autre nouvelle mécanique qui est la construction de tout et n'importe quoi. Mais quand je dis tout et n'importe quoi, j'en ai vu des trucs sur Twitter, c'est vraiment n'importe quoi. C'est drôle, mais voilà, on voit que le système créatif a été vraiment poussé très loin. Donc pour les bâtisseurs créatifs, hein, ça doit être un vrai plaisir d'ailleurs. Mais personnellement, moi je suis pas de ce genre-là, donc bon, voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Et donc j'ai utilisé cette fonction uniquement quand c'était nécessaire, mais ça reste un ajout sympathique car Nintendo a vraiment développé une multitude d'artefacts assez impressionnants pour rendre cette mécanique de construction très variée, ça c'est vraiment cool.
je trouve que c'est une nouveauté qui a vraiment été très exploitée. Mais voilà, malheureusement c'est pas trop mon truc, donc on peut pas dire que j'ai exploité ça au maximum. Donc ça se trouve mon avis est un peu biaisé parce que je l'ai pas exploité à fond. Ensuite, la seconde fonction la plus utile, je pense, c'est Amalgame, car on peut ainsi améliorer les armes ou leur infuser des fonctions comme cracher du feu ou de la glace. Ça c'est bien parce que dans Breath of the Wild, je pense qu'on pouvait pas le faire. Améliorer des armes, peut-être qu'avec l'effet, mais bon, c'était du coup un peu plus limité. Je suis pas sûr que c'est ça avec les armes d'ailleurs. Donc ça c'est très bien. Franchement c'est très cool. Et pour ma part, j'ai surtout employé les restes des robots, enfin les golems, je pense qu'ils appellent en français, des sonos, car ça donnait un résultat assez puissant avec les golems les plus gradés. Cela dit, j'ai vu récemment qu'on pouvait par exemple amalgamer un chariot en métal avec un bouclier pour pouvoir avoir un bouclier à roues et dévaler les plantes d'Hyrule facilement. Ça n'a pas grande utilité, mais j'aime que Nintendo ait poussé le concept aussi loin, quoi. Donc on peut vraiment presque amalgamer tout n'importe quoi. Et parfois des trucs j'aurais jamais pensé mettre amalgamer un chariot de fer et un bouclier par exemple. Donc ça, c'est un bon point. Du coup je trouve cette fonction plutôt sympa aussi, même si l'intérêt en est un peu diminué à cause de la casse des armes qui est assez rapide. Ça c'est quelque chose d'importé de Breath of the Wild que je n'aime toujours pas. À la limite, que tu fasses de la casse, comme dans Diablo par exemple, parce que j'y ai joué récemment, mais ça casse pas toutes les 2 minutes, quoi. Ça casse après un long moment. Non là ça casse beaucoup trop vite, donc je trouve que c'est dommage de pouvoir améliorer des armes que finalement tu casses assez vite, et donc du coup bah, tu recommences, tu dois retrouver une nouvelle arme, tout ça. Donc voilà, il y a un côté négatif que j'aime pas trop, mais ça c'est plutôt attrait à Breath of the Wild, qui a été conservé. La troisième capacité la plus utile, c'est Infiltration. Une capacité plutôt originale qui permet à Link de traverser les murs, des rochers ou autres matières solides. C'est assez pratique pour se sortir d'endroits sans issue ou encore attaquer une tour de monstres par surprise. C'est aussi très utile dans les îles montant vers le Temple du Vent, car sans ça on ne monte pas, et ça c'est très gênant. Si les deux capacités sont un peu dans le même style que celle de Breath of the Wild, celle-ci sort du lot et elle est plutôt bien exploitée par le jeu, donc c'est un excellent ajout. Concernant rétrospective, cet original est bien dans le thème des pouvoirs de la princesse Zelda, mais cette fonction ne m'a pas été très utile, sauf pour résoudre des énigmes de sanctuaire ou une ou deux missions secondaires, donc je la mentionne rapidement, tout comme la fonction cachée Duplicata. Encore une fois, c'est original, mais demande régulièrement du sodium que j'avais peu. J'avais un peu la flemme de farmer du sodium. Mais l'idée de trouver des plans pour pouvoir construire rapidement un véhicule peut s'avérer par contre bien pratique quand on n'a pas de cheval ou que son utilisation n'est pas possible, comme dans le désert Gerudo par exemple. L'historique est lui aussi bien pratique si on veut refaire une construction déjà faite sans perdre son temps à la reconstruire. Encore une fois, si t'as pas les matériaux, il faut du sodium, mais au moins tu t'as pas chaque fois refaire exactement la même construction, tu peux vite faire avec cette fonction, ça c'est pratique, j'ai essayé. En bref, même si ça ne m'a pas transcendé, comme je le disais plus tôt, je dois quand même dire qu'ici Nintendo a bien plus développé sa nouveauté. Ces fonctions ne sont pas là juste pour faire joli et avoir de la nouveauté, elles servent vraiment pendant le jeu, même si c'est à degrés divers selon la fonction. Difficile de parler d'un jeu Zelda sans évoquer la musique, et si comme Breath of the Wild, le centre d'Hyrule manque toujours un peu d'ambiance, c'est un plaisir de retrouver les musiques d'ambiance des cités d'Hyrule qui sont toutes d'excellentes compositions. J'ai envie de commencer simplement par celle qu'on entend quand on saute vers l'île du Prélude et qui marque le début du jeu. Même si c'est assez bref, elle accompagne bien notre chute et permet une jolie intro avec un titre bien plus stylisé qu'au tout début. C'est aussi entraînant, ça. On sent qu'on est dans le début de l'aventure et t'as envie d'y aller, quoi. Donc franchement, ça c'est un bon choix. D'ailleurs, en parlant de tout début, j'ai particulièrement apprécié la musique qui nous accompagne pendant qu'on s'enfonce sous le château d'Hyrule. Elle arrive bien à donner une ambiance mystérieuse et un peu inquiétante, tout comme l'exploration des sous-sols interdits. On retrouvera d'ailleurs cette musique à la toute fin du jeu, quand on reviendra sous le château d'Hyrule, et là on aura droit à la suite de cette musique, si je puis dire, car au plus on approchera de Ganondorf, au plus la musique deviendra forte et théâtrale, avec un chœur de voix de cathédrale, devenant de plus en plus étrange et inquiétant, montrant bien qu'on arrive près du boss ultime. J'aime beaucoup cette progression dans la musique, au fur et à mesure qu'on avance, c'est vraiment très bien joué de la part des compositeurs.
Ensuite, j'ai apprécié les variations des thèmes des cités de Breath of the Wild qui s'adaptent aux malédictions. Par exemple, pour le village Piaf, avec la tempête de neige, la musique garde quelques notes de l'original, mais en plus des notes plus graves, donnant un ton assez apocalyptique, mais aussi avec une sonorité rappelant la glace, comme la musique de la caverne des glaces dans Ocarina of Time. C'est vraiment une bonne idée d'avoir aussi changé la musique, en plus de la météo, car le tout contribue à ce qu'on ressente bien la malédiction qui frappe le village Piaf. Des 4 variations, des 4 cités, je pense qu'une fois de plus, le village Piaf a ma préférence, puis ensuite vient la cité Gerudo, car cette variation colle à nouveau bien avec l'ambiance de la ville désertée, j'ai fait la blague exprès, et frappée par une inquiétante tempête de sable. On se retrouve alors dans une cité vide et ensablée, à la vitesse moyenne, donc cette musique, inquiétante aux airs apocalyptiques, va vraiment bien avec ce que l'on voit. D'ailleurs, avec la cité souterraine, on a une deuxième variation, encore bien adaptée, au lieu qu'il y ait une sorte de cachette, donc la musique se fait plus calme et discrète. Tant que je suis chez les Gerudo, j'ai aussi bien aimé la musique qui se déclenche quand il faut défendre la cité des attaques de Gibdo. C'est une musique assez entraînante, mais qui garde une sonorité du Moyen-Orient qui accompagne encore parfaitement notre combat contre les Gibdo, qui sont assez nombreux. Pour en revenir à une variation, j'ai apprécié que la musique du Fort de Guet change quelque peu vers la fin du jeu. Ça montre bien qu'on approche du combat final, et on a même un moment 2-3 notes du thème du château d'Hyrule, c'est bien pensé. Pour terminer sur la musique, je parlerai de ma préférée, et dont j'ai peu parlé, la musique du boss Glagella. Ce boss m'a vraiment fait suer, mais la musique est vraiment excellente. C'est épique sans être trop nerveux, avec ses notes à la flûte, et c'est vraiment beau, surtout en combinaison avec le fait qu'on combat dans les airs, dans le corps d'une tornade, un imposant boss, mais accompagné de Babil, le plus shonen des sages. Pourtant, je suis un vœu de la vieille, un peu trop conservateur niveau jeux vidéo, et donc je m'y retrouve que peu dans les musiques d'ambiance moderne. Donc honnêtement, je suis toujours plus emballé par les musiques d'Ocarina of Time, Majora's Mask ou encore Twilight Princess. Je dois admettre que le duo Breath of the Wild, Tears of the Kingdom a réussi à me faire apprécier des musiques plus modernes, et ça, c'est un exploit. Je pense que ça s'est entendu, mais j'ai bien apprécié ce nouveau Zelda, qui n'est certes pas parfait, mais m'a bien diverti pendant bien 150 heures au total. L'histoire, surtout celle de Zelda dans le passé, était passionnante, et cette suite reprend ce que j'ai apprécié dans Breath of the Wild, en plus d'améliorer certaines choses, le monde ouvert qui ne se voit pas bugger à la sortie, comme au début de Breath of the Wild, ça je l'ai appris par après, tous les doublages qui sont disponibles directement, qui n'étaient pas disponibles, encore une fois, à la sortie de Breath of the Wild, ça aussi j'ai appris par après, une bête bêtise je trouve, et en plus d'apporter plus de contenu, et des temples qui ont un chemin assez long, permettant de prolonger le temple lui-même, qui est généralement assez rapide à faire, avec un peu toujours le même principe. C'est dommage, et donc ça fait un peu des temps un peu pauvres, mais au moins pour arriver, c'est toujours différent, donc ça compense un peu. Parce que vraiment, j'ai préféré le chemin qui a mené au temple de la foudre, par exemple, où, comme j'avais déjà dit, on a dû défendre le Barzarasek, défendre la cité Gerudo, puis ensuite, ces lumières à allumer, faire tomber la foudre sur un artefact. Donc franchement, voilà, et une fois arrivé dans le temple de la foudre, bah, c'était la même chose, il faut trouver des générateurs, 4 générateurs ou 5, je sais plus, et on bat un boss. Bon, c'est pas la partie très intéressante, mais au moins il y a vraiment toute l'arrivée dans ce temple qui est franchement chouette, même si pour le temple du vent, comme j'ai déjà dit aussi, bon, les ruines volantes, c'était un peu trop long et pas super passionnant, même si c'était original, parce que j'ai préféré non plus. Bien sûr, tout n'est pas parfait, car comme j'ai dit plus tôt, les îles célestes sont assez vides, tout comme les profondeurs, et les mécaniques nouvelles de Tears of the Kingdom ne m'ont pas super emballé. C'est donc dommage que Nintendo ait mieux exploité l'évolution de ce qu'on avait dans Breath of the Wild, plutôt que ce qu'ils ont apporté dans Tears of the Kingdom. Mais bref, c'est tout de même une excellente aventure dont je ne regrette pas l'achat dès le premier jour, et c'est donc ici que commence l'attente du prochain opus et que se termine cette longue review. Et comme on dit chez les auras, que vos nageoires soient vives et votre eau fraîche.